Bonsoir à toutes et à tous, merci de vous joindre à nous sur Sahel TV. Tout de suite, les titres à la une. Plaidoyer des chefs d'État du G5 Sahel pour un appui plus accru de la communauté internationale face à la force conjointe. C'était hier soir à l'issue de leur sommet à Ouagadougou. Ould Maham commente la transhumance politique et la dissolution des partis politiques. Le porte-parole du gouvernement était l'invité d'El Mauritania. Tolérance zéro à l'égard des MGF. La Mauritanie célèbre la journée internationale contre les mutilations génitales féminines qui menacent encore plus de 80 millions de femmes dans le monde. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, les chefs d'État du G5 Sahel, réunis hier à Ouagadougou, ont plaidé pour un appui plus accru de la communauté internationale à la force conjointe et sa mise sous chapitre 7 des Nations Unies. Parallèlement, les 5 pays s'engagent à mobiliser plus de ressources internes à son profit. Lors de ce sommet, les chefs d'État avaient aussi à l'esprit que le règlement des crises sahéliennes n'est pas uniquement une affaire d'armes, mais qu'il faut également des initiatives de développement et d'investissement dans ce vaste espace, d'où leur engagement affiché à mettre rapidement en œuvre les différents projets contenus dans le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. La rencontre de Ouaga s'est en effet tenue sous le signe de la vision articulée sécurité-développement. Le président de l'Union pour la République, le parti au pouvoir, a reconnu l'existence d'une erreur dans la formulation du texte juridique relatif à la transhumance politique, affirmant qu'il n'était ni clair ni prêt à l'application. Le ministère de l'Intérieur est à pied d'œuvre pour annoncer les noms des partis qui seront concernés prochainement par la dissolution, souligne Sidi Mohamed Ould Maham. Le porte-parole du gouvernement a fait ses éclairages hier soir dans une émission diffusée par la chaîne Al Mauritania, au cours de laquelle il avait passé en revue le parcours de l'UPR pendant la dernière décennie à l'aune des futures élections présidentielles. Traduire les décisions politiques en actions concrètes au niveau national et local afin d'atteindre l'objectif zéro à l'égard de la mutilation génitale féminine d'ici 2030. C'est sous ce thème que la Mauritanie a célébré cette année la journée internationale Tolérance zéro, MGF. L'événement a été commémoré en présence des représentants des partenaires au développement et d'organisation de la société civile. Plus de précisions avec Salwa Sharif. 86 millions de femmes supplémentaires risquent d'être victimes de mutilations génitales féminines si rien n'est fait à l'horizon 2030. Ces statistiques alarmantes ont été données aujourd'hui par le représentant de l'Agence des Nations Unies pour les populations qui a salué les efforts de la Mauritanie à la faveur de la journée internationale Tolérance zéro à l'égard de ces mutilations. Permettez-moi de rappeler qu'à ce jour, les statistiques indiquent que 200 millions de filles, dont 91,5 millions sont victimes, et les 91,5 millions viennent d'Afrique. Les 200 millions étant répartis dans 30 pays du monde. Selon toujours ces études et statistiques, si rien n'est fait et si tout reste en l'état, d'ici 2030, 86 millions de filles et de femmes supplémentaires seront touchées par les mutilations génitales féminines. Et c'est pourquoi le système des Nations Unies salue le thème choisi par la Mauritanie, qui est en résumé de traduire toutes les décisions que le gouvernement a prises en actions concrètes qui puissent permettre de faire reculer définitivement les mutilations génitales féminines. En Mauritanie, le phénomène est pratiqué encore à plus de 60%, malgré un net recul enregistré ces dernières années. Les autorités estiment avoir fait des efforts face à une pratique difficile à extirper des mentalités. Une fatwa existe certes, la pratique reste têtue,
Mais les leaders religieux s'emploient à rappeler que nul fondement religieux ne saurait justifier que l'on touche à l'intégrité du corps de la femme. À partir du moment où la médecine a prouvé qu'elle est dangereuse pour la santé, il vaut mieux que cette pratique soit abandonnée. Elle n'a aucun fondement légal en religion, elle comporte plus de méfaits que d'avantages, et les textes qui la justifient relèvent de l'imagination insensée. En Mauritanie, il existe une panoplie de lois qui sanctionnent les violences faites aux femmes, y compris les MGF. Le pays a ratifié plusieurs conventions internationales et dispose au moins d'un texte qui punit toute atteinte aux organes génitaux des fillettes. Des peines allant jusqu'à 4 ans d'emprisonnement et 300 000 ouguiya d'amende sont prévues. Pour commenter ce sujet avec nous, ce soir, nous avons Madame Yandé Sall, présidente de l'association Agir pour le bien-être des enfants, des personnes âgées et déficientes. Bonsoir Madame Sall. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Parlons des phénomènes des MGF qui dépassent encore 60%, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le reportage en Mauritanie. Pourquoi cette persistance alors que le pays, à en croire les autorités, fait beaucoup d'efforts en termes de sensibilisation? Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir tout le monde. Cette pratique, on parle de plus de 60%. En réalité, c'est la dernière enquête ramène ça à 66,6%. Et dans certaines zones, il y en a encore beaucoup plus, le pourcentage est beaucoup plus fort. Mais cette persistance, je crois que c'est dû à la culture, beaucoup plus qu'autre chose. On a essayé de mettre ça sur le dos de la religion et il se trouve que ça n'a rien à voir. C'est très faible, la chaîne de transmission est naïve, est très faible. Donc c'est surtout la tradition, donc la culture et puis la non-application également de la loi. Parce que jusqu'à présent, jusqu'au jour où on en parle aujourd'hui, il y a peut-être très peu de personnes qui ont été punies par la loi, parce qu'il faut que les personnes qui pratiquent les MGF soient traînées devant la justice et qu'on applique la loi. Vous parlez tout à l'heure de zones pour ce qui est de la prévalence de l'excision en Mauritanie. Y a-t-il des régions, des communautés où la pratique est plus marquée? Oui, elle est très marquée à l'intérieur du pays, au centre. Dans la région du Guidimara, c'est là où il y a la haute prévalence. On parle de 92 jusqu'à 96 même, si mes souvenirs sont bons, de 96%. Donc pratiquement toutes les filles, peut-être les 8 sur 10 sont mutilées. Et il y a la zone de Tagant, un peu moins, qui est aux alentours de 70%. Et puis dans les deux Hod, dans le Hod Kharbi, Hod Chakri également, il y a une forte prévalence de ce phénomène, malheureusement. Dans le cadre législatif évoqué à la fin de son reportage, vous l'avez suivi avec nous, est-il assez protecteur des filles justement et des femmes face aux violences basées sur le genre, en général et face au MGF? Il y a eu toute une panoplie, il y a eu la stratégie nationale de lutte contre les mutilations génitales féminines qui a été adoptée, il y a eu les fatwas, il y a eu la déclaration des médecins. Mais il faut dire que jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, cette pratique ne s'est pas arrêtée. Donc ça veut dire qu'il y a même la santé, la nouvelle loi sur la SR, la santé reproductive, où il y a un article sur le MGF. Et il y a eu, on a fait beaucoup de propositions pour qu'on adopte une loi sur les VBG, les violences basées sur les genres, dont les mutilations génitales féminines, qui n'a pas encore été adoptée. Mais malgré toutes les mesures, tout ce que fait l'État, tant qu'il n'y a pas l'application stricte des textes, tant qu'il n'y a pas une punition, il n'y a pas un élément qui a été arrêté et puni jusqu'à servir d'exemple, cette pratique ne va pas arrêter. Parce qu'il faut que la loi soit appliquée. Vous dites que les pratiques continuent malgré la sensibilisation, malgré qu'il y ait des textes quand même qui... Beaucoup de sensibilisation à un moment donné, mais on pense que ça a relâché. Il faut encore un autre mouvement. Il faut plus de sensibilisation, de formation et d'information pour que les gens prennent vraiment conscience. Parce que jusqu'à présent, beaucoup de gens ne savent pas les conséquences néfastes de cette pratique sur la santé de la femme. On ne le sait pas. Donc il y a beaucoup d'ignorance et il faut vraiment une forte sensibilisation
aussi bien de la société civile et de l'État et de tous les partenaires, vous les journalistes, pour que vraiment la population puisse prendre conscience de ce phénomène-là et que cela soit arrêté. Et vous dites aussi qu'il n'y a pas eu vraiment de personnes qui ont été, disons, qui ont été vraiment punies parce qu'ils ont pratiqué justement des MGF. Selon vous, c'est dû à quoi? Parce qu'il y a la famille, il y a la parenté, il y a les sociétés, les gens ne parlent pas vraiment. C'est la culture, on est tout le temps en train de faire des maslahas, donc c'est mal vu de prendre une femme elle ne pense pas avoir fait mal à son enfant, donc c'est pour son bien, et elle a toujours pensé que c'est pour son bien. Comment on peut aujourd'hui la convaincre qu'elle fait mal et qu'on va l'amener devant? Donc c'est mal vu d'amener quelqu'un à la police parce qu'il a fait ça. Mais on ne menace que les personnels de santé, mais on doit aussi menacer les femmes et les hommes qui continuent à imposer cette pratique aux petites filles et aux femmes. Une dernière question, à votre avis, qu'est-ce qui manque encore pour que la tolérance zéro soit une réalité vraiment en Mauritanie d'ici 2030? Parce que l'objectif c'est 2030. Il faut, comme on l'a dit, beaucoup plus de sensibilisation. Il faut également l'application stricte de la loi. Quand la loi sera appliquée et l'adoption de la loi sur les VBG pour que cela soit inclus et qu'on arrête. Vraiment, tant qu'il n'y a pas l'adoption de la loi et puis, tant que les populations n'ont pas pris conscience des dangers et de l'inutilité de cette pratique et qu'ils comprennent que c'est plus culturel, que ça n'a rien à voir avec la religion et que au contraire ça a des conséquences très néfastes. Pas seulement sur le corps, mais économiquement, parce qu'une femme malade, c'est un manque à gagner. Elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas aider. Donc, même le développement même de la société, il va, parce que le couple n'est pas heureux, la femme n'est pas heureuse, la famille ne peut pas aller de l'avant, les enfants, elles souffrent dans tous les cas, dans son corps et dans sa chair, et également c'est une violation de son droit. Donc, on ne peut pas être heureux en pratiquant cette opération néfaste, vraiment. Merci beaucoup Madame Yann Dessal. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Agir pour le bien-être des enfants, des personnes âgées et déficientes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci beaucoup, merci à vous. Dans le reste de l'actualité, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont révolutionné notre manière de vivre. Il est impensable d'imaginer une journée sans utiliser son téléphone portable, mais seulement l'engouement des usagers pour la communication et Internet se heurte parfois à la mauvaise qualité du réseau. C'est Sidibé. Le téléphone portable a trouvé toute sa place dans notre société de consommation. On parle toujours au téléphone, on est toujours connecté. On communique souvent de manière abusive, même lorsque le réseau n'est pas très satisfaisant. Le portable collé à l'oreille est devenu un geste ordinaire, quel que soit l'environnement où l'on peut se trouver. Mais la qualité des services offerts par nos opérateurs de téléphonie laisse parfois à désirer, notamment la connexion Internet. Pas vraiment, parce que parfois on perd le réseau, parfois encore... C'est pas abordable quand même. Le réseau pas très satisfaisant, ce n'est pourtant pas l'avis de cet usager. Bon, je suis très satisfaite de ce réseau. En plus, c'est plus moins cher que les autres opérateurs. D'autant plus, c'est pour ça que je touche toujours mon téléphone. La qualité des services de nos opérateurs de téléphonie n'est pas terrible. Des fois, certains usagers disposent de 2 à 3 téléphones d'opérateurs différents pour minimiser les désagréments consécutifs à la médiocrité des réseaux. Dans certains quartiers de Nouakchott, par exemple, il est préférable d'avoir tel abonnement plutôt qu'un tel autre, selon un constat empirique fait par les usagers. L'organe de régulation doit contrôler et veiller au respect de la qualité des services de télécommunication et d'Internet pour préserver les intérêts des consommateurs. Au lendemain de la signature d'un accord, l'espoir d'une paix en Centrafrique s'est ravivé. Cet accord a été paraphé à Khartoum, au Soudan, entre le pouvoir et 14 groupes armés issus de l'ex-rébellion musulmane et des milices de défense des chrétiens. Le tout sous le contrôle de l'Union africaine. Depuis l'éclatement du conflit en République centrafricaine, 7 accords de paix ont été signés sans que jamais la stabilité ne revienne. La plus éclatante reconnaissance que nous saurons exprimer à ceux qui ne cessent de nous appuyer, chers compatriotes, c'est de rentrer ensemble à Bangui pour la signature solennelle de l'accord et nous engager à le mettre en œuvre sans délai.
C'était donc Faustin Archange Touadéra, président de la Centrafrique. Le président de la RCO effectue sa première tournée à l'étranger quelques jours après son investiture. Pour sa première étape, il a choisi l'Angola. Félix Tshisekedi a profité de cette sortie pour vanter l'alternance démocratique dans son pays. Pour la première fois depuis 59 ans que le Congo est indépendant, il y a une passation pacifique et civilisée du pouvoir, a-t-il souligné. Félix Tshisekedi a récité les critiques formulées par son rival à la présidentielle, Martin Fayulu, qui revendique toujours la victoire. Pour la première fois depuis 59 ans que le Congo est indépendant, il y a une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Par cette passation pacifique et civilisée du pouvoir, le Congo entre dans une période de stabilité par l'inauguration, évidemment, de l'alternance politique dans notre pays. Une première étape parlementaire a été franchie hier en vue de modifier la constitution égyptienne. Une commission parlementaire a donné son aval à une série d'amendements à la constitution égyptienne qui permettrait au président Abdel Fattah el-Sisi de rester au pouvoir jusqu'à 2034 et de contrôler plus étroitement l'appareil judiciaire. Il s'agit de la première étape du processus d'adoption. Le projet propose de faire passer la durée du mandat présidentiel de 4 à 6 ans et de ne pas tenir compte de ce que le chef de l'État a déjà accompli, ce qui lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Placé sous le signe de l'unité, le discours de l'Union n'a pas été rassembleur uniquement par les mots incantatoires que le président Trump a prononcés, car ce dernier a aussi proposé un certain nombre de mesures très pragmatiques dans une intention affichée de regarder vers l'avenir, mais aussi de séduire l'électorat des démocrates et indépendants. Le président américain a appelé de ses vœux la création d'un congé maternité et paternité qui serait intégralement payé et pris en charge par le gouvernement fédéral. Il a défendu cette option en assurant qu'elle donnerait à chaque nouveau parent une chance de nouer des liens avec son nouveau-né. Le département d'État américain a déclaré qu'aucun calendrier de retrait des forces américaines en Afghanistan n'avait été fixé. Nous ne sommes pas accordés sur le calendrier d'une possible diminution de nos troupes et nous n'entrerons pas dans les détails spécifiques de nos discussions diplomatiques, a-t-il dit. Cette déclaration apporte un démenti à celle des talibans. Ces derniers ont affirmé aujourd'hui que les États-Unis avaient offert lors de négociations le mois dernier au Qatar avec les insurgés islamistes de réduire la moitié de leur contingent en Afghanistan jusqu'en fin avril. Voilà pour le journal, merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Plaidoyer des chefs d'État du G5 Sahel pour un appui plus accru de la communauté internationale à la force conjointe. C'était hier soir à l'issue de leur sommet à Ouagadougou. Oulmahan commente la transhumance politique et la dissolution des partis politiques. Le porte-parole du gouvernement était l'invité de Mauritanien. Tolérance zéro à l'égard des MGF, la Mauritanie célèbre la journée internationale contre les mutilations génitales féminines qui menacent encore plus de 80 millions de femmes dans le monde. Voilà pour le journal, merci de nous avoir suivis et bonne soirée.